Il est 7h11. Merci d'être avec nous à Que l'Outaouais. Vous êtes au 104.7 Outaouais. Et celui que vous allez entendre, mesdames et messieurs, c'est Maître Frédéric Bérard. Comment allez-vous, Maître Bérard? Dans une excellente forme, Michel Langevin, vous de même? Oh, ça va bien. C'est un lendemain de partie de hockey. C'est bon pour le moral. Oui, j'ai pensé à toi. Écoute, dans mon pool Dynasty, j'ai pris Tim Sweddle au 3e rang. Est-ce que je me suis fait avoir selon toi ou ça va? Non, les jeunes vont être très, très bons. Les jeunes vont être très, très bons cette année dans un calendrier court. Les vieux ne se mettront pas en marche trop rapidement. Remarque que Sydney a marqué hier, mais les plus vieux, je pense, il y a des jeunes qui vont se distinguer. Bon choix. Et puis le mien, ouais, ça va, tu penses? Oui. Parce que je l'ai, c'est un Dynasty, donc je l'ai pour 15 ans, là. C'est un bon choix. Nick Suzuki aurait été un excellent choix. Ben, ça donne bien, je l'avais déjà. Ça tombe très, très bien parce que Nick Suzuki m'impressionne. Oui, il est solide, hein? Il a vraiment un sens de hockey, puis il travaille fort. L'as-tu vu? Dans ses replis défensifs? Je pensais que c'était plus un joueur, focusé sur l'offensive à 100%, puis pas du tout. C'est pratiquement déjà un joueur complet, en tout cas à mon avis. Nous sommes comme des frères d'opinion, parce que j'ai fait exactement le même commentaire très tôt ce matin. Ce qui m'a impressionné hier aussi, c'est son jeu défensif. C'est incroyable comment on se complète très bien. Moi, je pense que j'étais un ancien avocat constitutionnel quelque part dans mon passé. Puis moi, je serais quoi? Un analyste d'hockey. Ça va bien. OK, on a un deal. On a finalement compris comment ça marchait le couvre-feu au Québec. Oui, écoute, c'est quelque chose quand même, hein, parce que j'ai fouillé ça dans l'histoire et puis il y avait une rumeur qui circulait que pendant la crise d'octobre, il y avait un couvre-feu et j'ai pas été en mesure de le confirmer. Ce qui veut dire que s'il y en a eu un, c'est peut-être pendant la grippe espagnole, et puis même ça, c'est pas certain. Hein? Alors, il y a peut-être des historiens là, qui nous écoutent en ce moment qui me corrigeront, ou quelqu'un, envoyez-moi ça par Facebook et n'hésitez pas. Mais je n'ai rien trouvé de formel, ce qui veut dire que si c'est pas le premier, c'est clairement un des premiers, ça c'est officiel. Et évidemment, c'est une mesure qui est drastique, qui est draconienne. En matière liberticide, c'est dur de faire mieux ou de faire pire, là, dépendamment du point de vue où on se place. Mais ceci dit, est-ce que c'est la fin du monde à ce temps-ci, sachant que de toute manière, par exemple, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, la majorité des commerces post-20 heures sont fermés aussi. Je sais pas. Puis en même temps, si on se compare à l'Europe, parce que c'est une mesure qui a été très forte et qui l'est encore dans certains pays européens, on a vu clairement, la revue de Lancet, une revue scientifique, a démontré que oui, il y a une relation de cause à effet entre le couvre-feu et la baisse de la contamination. Ça, ils ont étudié ça au printemps, donc idéalement, ça va être le cas ici aussi. Il y a des gens, cependant, puis ceux qui n'ont pas à circuler, moi, c'est mon cas. J'ai pas à sortir après 8 heures. Et j'ai une lettre de toute façon qui dit que je peux m'en venir travailler par mon employeur avant 5 heures. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein? C'est la rue entre 20 heures et 5 heures, on ne sait pas. Mais il y en a des gens qui doivent se déplacer pour des déplacements essentiels, etc. Mais la police est tellement aux aguets que hier, j'ai reçu des appels du personnel dans le domaine de la santé qui disent « Hey, là, ça fait 3 fois dans un seul déplacement que je me fais arrêter par la police. À un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent une manière de, je sais pas, mettre un sticker sur ma voiture ou une lumière sur le quartier. » Il y a quelque chose parce que effectivement, ces gens-là perdent un temps fou, là. Hey, 3 fois, écoute, je sais pas là, si je mets ça à 15-20 minutes la fois ou en tout cas à tout le moins 10... il y en a qui vont arriver en retard, puis pas juste un peu. Mais oui, écoute, évidemment, c'est une mesure qui est tellement forte qu'il y a des ajustements là, qui sont nécessaires. Est-ce qu'on est capable de les faire? Je sais pas. Là, je suis pas policier là. Et évidemment aussi, ça fait appel à une certaine discrétion policière en quelque sorte. Donc, c'est toujours un peu délicat, mais on s'entend qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et puis, même si écoute, ça, c'est... Là, je suis en train de te dire tout ce que je déteste dans la vie, essentiellement. Là, moi, je suis posé défendre des libertés civiles, là, pas faire le contraire. Mais je me mets à la place du gouvernement Legault. Écoute, on était rendu à 3000 quelques cents cas avant le couvre-feu, là. Puis ça, c'est après la réduction du nombre de tests quotidiens.
Donc, on peut penser que c'est encore plus que ça. Le personnel hospitalier est en train de craquer. On a vu récemment qu'il y a des opérations qui sont reportées de ce fait-là aussi. C'est grave, là. Il y a des vies qui sont en jeu indirectement aussi. Or, tu vois, depuis le couvre-feu, là, si j'ai bien compris, hier, par exemple, il y avait 2000 cas recensés, 2047, quelque chose comme ça, donc pratiquement 1000 de moins. Est-ce que c'est une des conséquences de? Probablement que oui. Et l'autre bonne nouvelle, Michel, on se croise les doigts, mais le vaccin arrive peut-être pas assez vite, évidemment, puis il n'est pas administré assez vite, mais quand même, il est là. On a déjà une centaine de milliers de personnes qui sont vaccinées et on s'entend bien que la solution, elle est là et pas dans un couvre-feu ad vitam aeternam. Clairement. Et le vaccin semble efficace, évidemment. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, entre autres, c'est les images du Journal de Montréal ou en fait les textes du Journal de Montréal qui a répertorié une série d'événements qui impliquent ce que l'on appelle maintenant les covidios. Oui. mais, eux, par exemple, là, je commence à avoir une difficulté assez profonde et là, je veux rester poli puis je veux pas trop insulter les gens, mais je ne comprends pas et on s'entend que ça reste une infime partie de la population québécoise. Mais il y en a une maudite gang qui partagent leur opinion. Je l'entends trop souvent, j'ai l'impression. Là. Moi aussi, je commence à me fermer comme une huître. Là. Je commence là. Oui, t'as raison, mais ça s'appelle les réseaux sociaux. Ferme ça, là, puis t'en entends plus parler. Umberto Eco, là, qui est un grand écrivain, puis un théâtre, toutes sortes d'affaires, c'est un Italien qui avait dit la chose suivante. Il dit, écoutez, il dit à l'époque, là, les imbéciles se ramassaient à la taverne à 5 heures, on leur payait une bière, ils finissaient peut-être par se fermer la gueule. Aujourd'hui, ils ont des réseaux sociaux, puis leur opinion est autant importante, sinon plus, que n'importe quel prix Nobel. C'est un peu ça, là. C'est condescendant, mais c'est ça quand même. Et ces gens-là font tellement de bruit qu'ils donnent l'impression qu'ils sont écoute, un régiment de militaires. Au final, ils sont combien? Tu sais, t'as 70% des Québécois qui acceptent le couvre-feu. T'as 85% des Québécois qui considèrent que le gouvernement Legault fait une pas pire job, au moins. Des trucs du genre. Donc, au final, là, c'est quand même pas la fin du monde. Mais ces gens-là, par contre, parce que t'as pas besoin d'avoir, ça, on va être d'accord, je suis sûr, t'as pas besoin d'avoir 50% de covidio dans une population pour être dans le trouble. Le 5, 10, 15%, c'est lui qui cause le problème. Puis qui m'insulte le plus, c'est leur manque d'intelligence. Parce qu'ils comprennent pas que c'est en grande partie de leur faute si les règles sanitaires se prolongent. C'est parce que tu fais le bozo qu'on est dans cette situation-là. Puis plus tu vas faire le bozo, plus ça va être long. Mais eux autres, ils comprennent pas ça. Ils pensent encore que la pandémie n'existe pas. Après 8000 morts. Et pire, ceux qui savent que la pandémie existe, mais qui se disent, bah, là, c'est des vieux qui meurent. Ils vont mourir de toute façon. Mais sais-tu ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire une table ronde par jour avec un ou deux Frédéric Bérard face à face avec un ou deux Covidio. Puis après 2 heures, d'après moi, on les aurait déplumés. Tu comprends? Je ris. C'est une image, mais c'est un petit peu ça. C'est argument contre argument. Et eux autres, leur argument, c'est que, tu l'as dit, ils pensent que la COVID, c'est une rumeur, mais surtout, ce qu'ils disent, c'est que les dommages collatéraux des mesures imposées par le gouvernement deviennent pires que la COVID elle-même. Et l'autre affaire, c'est que on brime leurs droits et libertés, puis ils veulent être mis à l'amende parce qu'ils veulent aller en cour se défendre pour prouver à tout le monde qu'ils ont raison. Les tribunaux vont leur donner raison. Le gouvernement n'avait pas le droit de leur donner étiquette. Ça brime leurs droits et libertés. Fred Bérard, c'est un avocat, un professeur en droit constitutionnel. S'il y en a 3 covidios à l'écoute ce matin, là, d'après toi, vont-ils gagner quelque chose en cours à contester leur infraction de 1 546 $ pour avoir promené sa femme en laisse? Exemple. Écoute, celui-là va perdre. Je suis obligé d'être honnête, parce que j'aime pas mentir. Alors, je vais te donner l'opinion la plus juste possible. Le truc des masques, on en a déjà parlé, toi et moi. Moi, je disais, vous n'avez aucune chance de gagner un recours comme ça. Oubliez ça, la preuve, ils n'en ont même pas fait. Okay? On a parlé aussi de la mesure sur la fermeture des entreprises, ci et ça, bon, des petits commerces. Je rappelle, il y avait une association quelconque, là. Bon, mais ils n'ont pas déposé leur recours à ce que je sache.
parce que les chances de gagner, ça je te l'avais dit aussi, étaient à peu près nulles à mon avis. Ici, dans le cadre d'un couvre-feu, là, on change de registre. Moi, je continue de penser que les chances de gagner un recours comme celui-là sont faibles, très faibles, mais sont quand même un petit peu plus fortes que sur la question des masques et des heures de fermeture et des trucs du genre. Pourquoi? Parce que c'est la mesure qui est la plus attentatoire aux libertés civiles. On s'entend bien, là, c'est drastique. Là. Tu dis aux gens, là, après 20 heures, tu n'as pas le droit de sortir, puis si tu sors, tu vas être dans le trouble, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est certain que si tu es un juge, là, ce que tu vas dire au gouvernement Legault, au procureur général qui défend le gouvernement dans ce temps-là, tu vas lui dire, OK, mais là, on va se mettre d'accord que votre mesure viole le droit à la liberté, ça va. C'est pas la fin du monde, mais faites-moi la preuve que votre et je veux une preuve scientifique, faites-moi la preuve scientifique que votre couvre-feu a un effet positif pour diminuer la contagion, pour diminuer la pandémie. Et là, le gouvernement Legault, il n'aime pas ça, lui, fournir des avis scientifiques. Il n'aime pas ça. Arruda, il est là pour faire le zigoto, puis épater la galerie, puis l'amuser, l'espèce de fou du roi. Mais quand on leur demande, c'est l'opposition officielle notamment qui demande ça depuis longtemps, donnez-nous les avis scientifiques. Ils ont dit non, c'est pas de vos affaires. C'est pas de nos affaires. Ben, le juge va dire au gouvernement Legault, regarde, moi, c'est de mes affaires. Puis si tu me le fournis, tu ne les fournis pas ces avis scientifiques-là qui démontrent la corrélation entre les deux, c'est-à-dire si un couvre-feu, la lutte à la pandémie va se porter mieux, ben c'est bien de valeur, mais je vais l'annuler ton couvre-feu. Donc ça, ce que j'essaie de dire par là, c'est que la game vient de changer là, nécessairement, mais compte tenu de ce qui se passe en Europe, compte tenu de l'espèce de consensus scientifique, je pense que ça ne serait pas si difficile que ça pour le gouvernement Legault, sauf qu'il va être obligé de le faire, chose qu'il n'a jamais faite encore aujourd'hui. Comme toujours, Frédéric, merci beaucoup. Passe un bon week-end et on se retrouve sans faute la semaine prochaine. N'oublie pas ton masque, 2 mètres de distance et c'est entre 8 et 5 heures. Prends pas la chance de te promener entre ces heures-là. Ça sera pas une belle image. Je ferai jamais ça, mais mets dessus une seconde. Bien sûr. Parce que j'ai une citation pour toi qui me fait trop penser à ce que au marasme dans lequel nous plongent les covidios. C'est une citation d'Albert Camus dans La Peste, justement. La Peste, c'était une pandémie. En fait, c'est un roman, là, mais c'était ça l'objet du roman de Camus. Et Camus disait « La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. » Alors, recommence-moi ça, là. Je veux bien suivre. Dans le livre de Camus, La Peste, il blâme la stupidité des gens et la citation est la suivante. Il dit « La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. » Wow. Merci c'est beau, beaucoup. Hein? Ben, c'est vraiment beau. C'est vraiment à propos. Quelle culture, quel raffinement. Quand même pas mal pour un avocat constitutionnel, je dirais. J'aime mieux parler de Tim Swetzel, mais on peut parler de Camus quand tu veux aussi. Merci beaucoup. Bon week-end à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. Frédéric Bérard. Es-tu bon, lui? 7h24. On s'arrête dans quelques instants. On va pas faire de Camus, je vous le dis. Madame Green, la mairesse de Chelsea, pas contente. Restez là.